On avait vu donc avec Boucha et avec Alain Trotti-Taxi, Boucha TV et Boucha Info, donc en fait la valorisation boursière d'un système de production ou d'une société qui produit quelque chose. Donc c'est une société minière qui est basée donc sur des mines. En fait, celle qui produit 100 unités par an, ou 150 unités par an, ou 200 unités par an, celle qui vaut 200 unités par an ne sera pas mieux valorisée en bourse que celle qui paye 100. Pourquoi? Parce que les investisseurs, ils regardent les réserves prouvées, vous voyez. Celle-ci qui produit 100 barils ou 100 millions de barils par an, elle a 5 ans de réserve, vous voyez, donc celle-là, elle est saine. Celle qui produit 150 millions de barils par an, elle a aussi 5 années de réserve, donc les gens vont mettre de l'argent pour acheter les actions boursières de ces deux-là. Par contre, celle-ci qui produit plus de millions de barils par an, eh bien en fait, les investisseurs disent qu'elle est débile parce qu'en fait, elle a que 3 ans de réserve prouvée. Donc en fait, la valeur boursière de celle-ci va baisser, et comme j'ai expliqué lors de l'émission avec Boucha et Alain Trotti-Taxi, en fait celle-ci spontanément en fait elle va baisser sa production, elle va la ramener du genre vers 180 pour qu'en fait elle ait de nouveau comme les autres 5 ans de réserve, d'accord? En fait toutes les compagnies minières du monde, que ce soit le lithium, l'uranium, le pétrole, le gaz, le charbon, elles s'arrangent pour avoir un nombre d'années de réserve prouvée qui est en compatibilité avec la production. En fait, elles s'arrangent d'avoir une production en compatibilité avec leurs réserves prouvées. D'accord? Alors que quand c'est... Donc ils s'arrangent, mais en collaboration avec les autres. Non, en fait, elles s'alignent en bourse. Parce que, évidemment, parce que le cours boursier va s'écrouler, donc du coup, les directeurs de l'entreprise vont baisser jusqu'à la production. Parce que vous voyez, quand la production baisse, du coup, le nombre d'années qu'on a de réserve augmente. Donc du coup, ils vont s'aligner sur les autres. Il n'y a pas de coalition. C'est 5, mais il n'y a pas de coalition, mais il y a un alignement par les actionnaires du marché, en particulier les gros comme BlackRock ou Vanguard, qui sont les énormes, qui gèrent des centaines de trilliards d'euros. Les gens devraient tous connaître BlackRock et Vanguard, parce que c'est eux qui dirigent le monde. Je vous rappelle que le PDG de BlackRock, M. Larry Fink, a été rencontré par Macron 10 fois pendant son premier quinquennat, 2 fois par an, alors que nous, les Gilets jaunes, on n'a jamais été reçus une seule fois. Uber, pareil, avec le patron de Uber aussi. Hein. Voilà, exactement, parce qu'il pouvait créer à court terme des emplois pourris, donc Macron, ça l'a séduit, mais en fait, c'est... Startup Nation. Voilà, Startup Nation, mais Macron n'a jamais travaillé dans une startup. Moi, je travaille dans 3 startups, je peux te dire que je travaille 12 heures par jour, plus de 12 heures par jour, soi-disant tu auras des stocks options, quand l'entreprise sera introduite en bourse, etc. Mais concrètement, elle n'est jamais introduite en bourse. Toi, concrètement, tu travailles 12 heures à 14 heures par jour, tu divorces, tes week-ends passent comme ça, et en fait, la start-up, elle décolle pas. Hein. Donc la Startup Nation, ça n'existe pas. C'est un rêve qu'on vend, c'est la fameuse pyramide de Ponzi dont on a parlé. Dès que tu rejoins un truc pour un rêve ou pour un espoir, ça veut dire que tu es sous l'emprise d'une pyramide de Ponzi. Alors, quand on regarde la valorisation boursière des sociétés qui sont donc manufacturières, qui ne dépendent pas de réserves prouvées de miniers, de droits miniers, etc., elles, la capitalisation boursière est effectivement calquée sur leur capacité de production. Par exemple, si on produit des véhicules comme des voitures, des avions ou des bateaux, plus on produit de véhicules, plus la capitalisation boursière sera élevée. C'est normal, c'est proportionnel au nombre d'usines. D'accord? Donc conclusion, quand c'est une société minière, c'est proportionnel aux réserves prouvées, c'est-à-dire aux droits miniers, c'est-à-dire aux républiques bananières dans laquelle on a corrompu les présidents pour signer des droits miniers pendant 10, 15 ans, etc. Dans le cas des sociétés manufacturières comme Renault, Toyota, tout ce qui produit des téléphones portables comme Huawei, Apple, etc. Donc c'est le nombre d'usines qu'ils ont. D'accord? On regarde la loi de la demande, la loi de l'offre et de la demande, maintenant dans le temps. En fait, quand les produits sont basés sur un produit minier, comme on va d'abord exploiter les gisements les plus faciles, les gisements qu'on va exploiter dans le futur seront ceux qui sont de plus en plus difficiles, ils sont loin d'accès, c'est en région arctique, c'est offshore, il faut construire une plateforme, etc. Du coup, dans le temps, plus on a extrait, la somme des quantités au cours des années a augmenté, plus le prix va augmenter, puisque forcément les derniers gisements de pétrole qu'on va exploiter, ce sont les plus chers. Ce sont actuellement aux États-Unis les pétroles de schiste et les gaz de schiste. C'est dans le temps, grosso modo, le prix des produits miniers va augmenter, quand ils ne sont pas recyclables, etc. Alors que le prix des choses qui sont manufacturées, comme ce tableau qui est fait à partir de bois et de produits renouvelables, plus on en fabriquera, plus le prix va diminuer. Quand on fait 1 million de ça, ou 10 millions, ou 100 millions, bien entendu le prix baisse, d'accord? Parce que c'est pas un produit minier, il n'y a pas de diamant à l'intérieur, tout est recyclable, etc. On peut le faire, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, dans l'énergie, on a une bataille entre les compagnies pétrolières et gazières et charbonnières et uranium qui sont basées sur les droits miniers.
dont le prix augmente, et en face, il y a des sociétés qui fabriquent des panneaux solaires, des éoliennes, qui eux sont des produits manufacturés dont le prix baisse. Donc il y a un moment, il va y avoir le cisaillement, vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment, vraiment, produire l'économie, produire de l'énergie avec du solaire ou des éoliennes ou d'autres équipements qui sont fabriqués en grande masse dans des usines sera moins cher que des produits miniers. Et là, la valorisation boursière des compagnies pétrolières gazières va s'écrouler hein, comme une brique et des compagnies d'uranium parce que les gens vont se dire mais c'est terminé, leur temps est terminé. Ça ne sert à rien d'avoir des droits miniers d'un produit qui est sous la terre qu'on n'aura pas assez d'argent pour aller le chercher. D'accord? Donc les droits miniers ne vaudront plus rien. C'est pour ça que les États-Unis sont en train de créer plein de guerres pour maintenir un coût du baril haut et du gaz haut de façon à exploiter jusqu'à la dernière goutte du pétrole de schiste et du gaz de schiste américain. Dans 6 ans, 8 ans, il n'y en aura plus. Et je vous le jure, je parie 10 000 € avec tous ceux qui veulent. Dans 10 ans, les Américains diront stop, on ne produit plus de pétrole et de gaz parce que ça change le climat de la planète. Et tout le monde dira, ah ben bien sûr, maintenant que vous avez vidé votre sous-sol, vous, pendant 200 ans, vous allez nous faire, nous, la leçon à nous, les Iraniens, les Russes, les Irakiens, les Vénézuéliens. Ah ben vous avez donc baisé, c'est bien ça en fait. Vous avez créé des guerres à notre défaveur et à la faveur des Américains pour que vous sortiez votre pétrole de schiste et votre gaz de schiste au dernier moment avec le prix le plus haut possible de l'énergie qui gardait rentable vos fameuses compagnies pétrolières et gazières de schiste américaines. Et maintenant que ça serait notre temps à nous, Iraniens, Arabie Saoudite, Venezuela, de produire notre pétrole et de gaz, vous nous dites stop, vous laissez dans le sol vos réserves à cause du changement climatique. Et vous, évidemment, entre-temps, les Américains, ils auront construit toutes les usines qui sont dans la partie droite du tableau. Ils vont aussi construire des sociétés de panneaux solaires, d'éoliennes. Ils sont déjà mis donc, sur le fameux méthanol électrique dont j'ai parlé hier, les e-fuels, les e-fuels, qui ont été votés par le Conseil de l'Europe le 28 mars 2023. C'est désormais la loi européenne. Dans le futur, ça sera les véhicules électriques et les véhicules fonctionnant à des carburants de synthèse. Après avoir mis en route tous les outils, alors maintenant donc, on en déduit, donc conclusion, la matrice donc 1, 2, 3, 4, les véhicules de la solution du futur. Donc ici on a les véhicules thermiques qui sont basés sur le pétrole fossile. Ben, c'est pas bon parce que le prix va augmenter, dans le temps le prix du pétrole va augmenter. Donc il faut que ces véhicules thermiques ne fonctionnent pas, le couple hein, véhicule-carburant, ça peut pas être bon, d'accord, parce que le prix va augmenter. Le véhicule électrique plus le lithium, c'est pareil, ça va augmenter puisque c'est un produit minier. Le lithium est un produit minier, je rappelle que comme je l'ai dit l'autre jour, ou j'ai oublié de le dire, il n'y a pas assez d'atomes de lithium dans la croûte terrestre pour équiper 20% du parc existant automobile, donc en aucun cas 100%. C'est-à-dire que ceux qui disent on va tous fonctionner au véhicule électrique, ce sont des menteurs. Ils savent déjà qu'il n'y a que les plus riches qui auront des voitures et tous les autres ils n'auront droit qu'à aller à pied ou avec des vélos. D'accord? Voilà, ils ne savent pas ce que c'est la physique et qu'il n'y a pas assez d'éléments de lithium dans la croûte terrestre. D'accord? Donc ça, donc véhicule thermique plus pétrole, c'est plié à cause du pétrole qui va augmenter. Véhicule électrique plus lithium, c'est plié, c'est pas bon parce que le prix de lithium va augmenter aussi parce que c'est un produit pétrolier, un produit fossile, pas fossile mais minier. Alors, maintenant on a les véhicules thermiques fonctionnant à l'e-fuel ou les véhicules thermiques fonctionnant à l'hydrogène. Alors l'hydrogène, lui ça serait une bonne idée parce qu'on peut le fabriquer à partir d'énergie renouvelable. Donc ce sont des usines qu'on peut manufacturer, donc jouer sur l'économie d'échelle dans le temps, sauf que à cause de l'hydrogène qui est gazeux et qui a 700 bars, qui est très dangereux, qui peut exploser, etc., c'est la solution de véhicules thermiques plus hydrogène est à éliminer parce qu'elle est trop chère et trop dangereuse. On n'a pas assez d'argent pour construire des canalisations à 700 bars. Ça veut dire beaucoup de métal, c'est des trucs très très dangereux, etc. Rappelez-vous le ballon qui s'est explosé au-dessus de New York, c'était rempli d'hydrogène. Donc ce qui reste, ce sont les véhicules thermiques, les mêmes qui fonctionnent actuellement à l'essence. Donc on ne change pas le parc de véhicules, il ne change pas, donc on économise tout cet argent-là. Pas besoin de construire des nouveaux véhicules, pas besoin de construire des nouvelles stations à essence, ce sont les mêmes. Simplement, au lieu de couler dans leurs veines, dirais-je, dans leurs tuyaux de l'essence, on met du méthanol ou de l'éthanol ou d'autres carburants de synthèse, mais sans doute du méthanol, CH3OH ou CH4O, c'est pareil. Donc voilà, et donc là évidemment c'est moins cher parce que peut-être qu'il n'y a pas. Donc les véhicules on n'a pas besoin d'échanger, j'ai dit la dernière fois, 15 €, c'est un logiciel qui change l'angle du carburateur, donc la garantie du véhicule n'est pas affectée. Et je rappelle que tous les véhicules au Brésil, c'est-à-dire un énorme pays, hein, fonctionnent tous à l'essence, à l'éthanol ou à n'importe quel mélange entre l'essence et l'éthanol. Donc bien sûr qu'elles peuvent aussi fonctionner au méthanol, puisque le méthanol et l'éthanol, c'est quasiment deux molécules similaires. Voilà. Donc du coup, pour moi la conclusion, c'est le véhicule du futur, c'est le véhicule thermique qu'on a déjà,
Pas besoin de fabriquer des nouveaux, des tuyaux qu'on a déjà, des pompes à service qu'on a déjà, mais simplement c'est du e-fuel, du electrofuel, c'est-à-dire du méthanol, de l'éthanol qu'on a fabriqué avec des panneaux solaires, etc., qui va donc remplir le réservoir de ces voitures. Et donc quand on émet le CO2, quand on brûle le méthanol, c'est le même qui a été fixé lors de sa fabrication. Donc c'est neutre en CO2.